Le train de 16h50 par Agatha Christie. Partie 3 du livre audio. Chapitre 10. 1. Assise, tête droite, dans un décor de porcelaine chinoise, le salon de la fidèle Florence, Miss Marple parlait à Dermot Craddock. « Je suis si heureuse que cette affaire vous ait été confiée. » « Dès la réception de votre lettre, répondit l'inspecteur, j'ai pris contact avec mon chef. Précisément, il venait d'être informé par la police de Blackhampton que le crime ne semblait pas relever des autorités locales, et il a écouté avec la plus grande attention tous les détails que je lui ai donnés à votre sujet. Sans doute, mon parrain lui avait-il parlé de vous. « Ce cher Sir Henry, murmura Miss Marple. Puis-je vous révéler ses impressions ? Oui, à la condition que cela ne constitue pas une infraction au règlement. Nullement. Donc, il a tout d'abord pensé à une histoire rocambolesque, imaginée par deux dames âgées, puis il a admis que, contre toute attente, ladite histoire était corroborée par les faits. Sa conclusion fut rapide. Puisque vous connaissez l'une de ces dames, je vous charge de l'enquête. Et me voici devant vous. Toutefois, la visite que je me permets de vous rendre n'a aucun caractère officiel. Mes assistants habituels ne m'ont pas accompagné. J'ai pensé que mieux valait abattre nos atouts respectifs. Excellente idée. Et que savez-vous de l'affaire ? Tous les éléments de début. Les déclarations de Mrs. McGillicuddy à la police de Sainte-Marie-Med et au contrôleur du train. Sans oublier la note adressée au chef de gare de Blackhampton. J'ai également pris connaissance des rapports de l'administration des chemins de fer et des inspecteurs de la région. Mais votre sagacité éclipse le tout. Vous avez un don de devineresse ? Devineresse ? Certainement pas. J'avais un atout sérieux. Elspeth McGillicuddy est mon amie. Et n'oubliez pas qu'elle ne ressemble pas à ces personnes âgées qui donnent libre cours à une débordante imagination. J'en suis convaincu, mais il est regrettable qu'elle se soit embarquée pour Ceylan. Toutefois, nous avons fait le nécessaire pour qu'elle soit interrogée là-bas. Un court moment de silence s'ensuivit. Mon raisonnement n'a pas été original, reprit Miss Marple. Souvenez-vous de Mark Twain et de son histoire du petit garçon qui cherchait un cheval égaré. Qu'a-t-il fait ? Il s'est tout simplement demandé où il irait s'il était à la place du quadrupède, et le cheval se trouvait bel et bien à l'endroit voulu. Ainsi, vous vous êtes mise, pour ainsi dire, dans la peau du personnage, en l'occurrence celle d'un affreux assassin, s'étonna Craddock, qui ne pouvait détacher son regard de son vis-à-vis, si frêle, sous son auréole de cheveux blancs. Vraiment, votre esprit est insondable, affirme souvent mon neveu Raymond, répondit Miss Marple avec tout le sérieux voulu. Eh bien, confondez-vous encore davantage avec le criminel et dites-moi où il a eu l'idée de se cacher. Son vis-à-vis hocha la tête. Je voudrais bien vous satisfaire, mais je n'ai pas le moindre soupçon à ce sujet. Cependant, il doit s'agir d'un individu qui connaît Rutherford Hall à fond. D'accord. Mais voilà qui conduit à toutes sortes de suppositions. Nombreuses sont les personnes qui ont fréquenté le fameux musée. Les membres de la défense passive, puis les délégués de l'assistance aux vieillards ont pu repérer le sarcophage. Tous savaient où trouver la clé. Ce qui revient à dire que, les bavardages aidant, le moindre recoin était connu à la ronde. Et qu'une quelconque personne a dû penser que l'endroit se prêtait admirablement à ses desseins. Qui pourrait le contester ? Et je comprends toutes vos difficultés. Craddock soupira. Nous n'arriverons à rien aussi longtemps que le cadavre ne sera pas identifié. Ce qui ne sera sans doute pas facile. Oh, nous finirons par réussir. Certes, nous avons déjà contrôlé tous les cas de disparition de femmes susceptibles de se rapporter à notre affaire. En vain. Le médecin légiste estime que la victime devait avoir environ 35 ans, qu'elle était en bonne santé, probablement mariée et qu'elle a eu au moins un enfant.
Son manteau de fourrure, de médiocre qualité, a été acheté chez un revendeur londonien, mais il n'a pas reconnu la photo de la morte. Ses autres vêtements semblent d'origine étrangère, achetés pour la plupart à Paris. En conséquence, nous avons pris contact avec la police parisienne et elle effectue des recherches. Tôt ou tard, quelqu'un surgira et nous avisera de la disparition d'une parente ou d'une locataire. Une question de temps, en somme. Le poudrier n'a été d'aucune utilité? Non, malheureusement. C'est un objet bon marché qu'on vend par dizaines rue de Rivoli. À propos, vous auriez dû le remettre sur le champ à la police. Ou plutôt, Miss Ailes Barrow qui l'a trouvé. Si une jeune femme s'entraînant au golf ramasse un colifichet dans l'herbe, pensez-vous vraiment qu'elle va s'empresser d'alerter les autorités? Et j'ai pensé qu'il était plus sage de retrouver d'abord le cadavre. L'inspecteur parut surpris. Vous me donnez l'impression de n'avoir jamais douté de cette découverte. En effet. Lucy Ailes Barrow est très intelligente, voyez-vous. Qui pourrait le contester? Même, j'oserais dire qu'elle m'effraie. Quel dynamisme! Une de ces femmes qu'un homme n'oserait pas épouser. Oh, je ne suis pas tout à fait de votre avis, Dermot. Évidemment, son mari devrait se montrer compréhensif. Mais comment se comporte-t-elle à Rutherford Hall? Fantastique. La famille s'est pratiquement rangée derrière elle. Je dirais même, s'il s'agissait d'oiseaux, que tous viennent manger dans sa main. À propos, les Krakenthorpe ignorent la mission dont vous l'aviez chargée, et nous nous sommes tus à ce sujet. Parfait. Mais Lucy n'a plus rien à faire pour mon compte personnel, puisque le but que je lui avais assigné est atteint. Donc, elle pourrait donner son congé si elle le désirait. Oui. Et elle reste. Pourquoi? Je l'ignore. Peut-être s'intéresse-t-elle à l'affaire ou à la famille? Il n'est pas impossible que les deux soient liés. Cradock lui jeta un regard aigu. Vous avez certainement une idée personnelle à ce sujet. Moi? Oh non. Je me permets d'insister. Miss Marple fit un geste de dénégation. Dans ces conditions, reprit l'inspecteur, peu convaincu, il ne me reste qu'à poursuivre mon enquête selon la routine habituelle. La vie d'un policier est parfois monotone. Il hésita avant d'ajouter. Alors, aucune suggestion? La vieille demoiselle semblait réfléchir. Relevant brusquement la tête, elle murmura. Je pensais à des détails qui évoquent les tournées théâtrales. Hein? S'écria Cradock, stupéfait. Oui, ces tournées qui vont de ville en ville. Les artistes qui en font partie sont la plupart du temps séparés de leur famille et ne correspondent pas souvent avec elles. Tant et si bien que l'un d'eux, disons une femme, serait susceptible de disparaître sans que ses proches en soient avertis sur le champ. L'inspecteur tressaillit. Voilà une précieuse indication. Nous allons essayer d'en tirer parti. Mais pourquoi souriez-vous? Je me demande quelle sera la réaction de Elspeth McGillicuddy quand elle apprendra la découverte du cadavre. 2. Ça, alors, s'écria Mrs. McGillicuddy. La digne dame ne trouvait pas de mots pour exprimer sa surprise et son regard s'attardait sur le jeune officier de police cingalais qui, très affable, souriant même, lui montrait plusieurs photographies. S'étant enfin ressaisie, elle put s'expliquer. « C'est bien elle, affirma-t-elle de son habituelle voix péremptoire. « Pauvre femme! Eh bien, je suis heureuse qu'on ait enfin retrouvé son cadavre. Figurez-vous que personne ne voulait me croire, ni la police, ni les employés du chemin de fer. Et il est irritant de passer pour une hallucinée. Maintenant, personne ne pourra insinuer que je n'ai pas fait mon devoir. » Son interlocuteur s'inclina en signe d'approbation. « Voyons, » reprit Mrs. McGillicuddy. « Le corps a été découvert dans un vieux bâtiment dépendant d'une propriété appelée Rutherford Hall et situé près de la ville de Brackhampton. »« Je n'ai jamais entendu parler de ce domaine. Comment la dépouille de cette malheureuse a-t-elle pu y être transportée ?» Le jeune policier, tardant à répondre,
Elle ajouta vivement. Je suppose que Jane Marple est entrée en action, et on pouvait lui faire confiance. Son interlocuteur jeta un rapide coup d'œil sur ses notes. L'auteur de la trouvaille est une certaine Miss Lucy Hayles Barrow. Totalement inconnue. Mais vous ne m'ôterez pas de la tête que Jane Marple est à la source. Un léger haussement d'épaule, que lui importait, et le policier en revint au point principal. De toute façon, vous maintenez que la femme figurant sur ces photos est bien celle que vous avez vue dans un train. Et qu'un homme étranglait. Oui, je le maintiens. Cet homme, comment était-il? Très grand, brun. Et? Impossible de donner plus de détails, il me tournait le dos. Le reconnaîtriez-vous, toutefois? Impossible, je n'ai pas vu son visage. Aucune idée quant à son âge. Mrs. McGillicuddy se prit à penser. Peut-être ne s'agissait-il pas d'un tout jeune homme, si j'en juge par la carrure de ses épaules, dit-elle enfin. Disons entre 35 et 40 ans. À la vérité, mon attention s'était surtout portée sur la victime qui s'offrait à ma vue, gorge serrée comme dans un étau et visage bleui. J'en rêve encore maintenant. Spectacle pénible, convint le policier, qui referma son carnet de notes. Quand rentrez-vous en Angleterre? Pas avant 3 semaines. Mais sera-t-il nécessaire que j'abrège? Oh non, à moins qu'une arrestation. Et l'entretien prit fin. 2 jours après, Mrs. McGillicuddy reçut une lettre de Miss Marple. L'écriture était serrée, telle une toile d'araignée, et nombreuses étaient les phrases soulignées. Toutefois, la destinataire avait l'habitude de déchiffrer les épîtres de son amie, et, à la conclusion de sa lecture, elle ne put s'empêcher de donner libre cours à sa joie. Son orgueil, peut-être. Jane et moi, nous leur avons montré ce dont nous étions capables, pensait-elle. Chapitre 11 1. Vous comprendre me semble une impossibilité, s'écria Cédric Krakenthorpe. Appuyé contre le mur délabré d'une porcherie désaffectée, il dévisageait Lucy Hayles Barrow. « Que voulez-vous donc savoir ?» répondit posément la jeune femme. « Ce que vous faites exactement à Rutherford Hall. »« Je gagne ma vie. »« En tant que boniche, répliqua-t-il avec quelque mépris. »« Vous ne vivez pas avec votre siècle. Boniche, dites-vous. Certainement pas. Je suis spécialisée dans la supervision d'un foyer. Plus exactement, je représente cette sorte d'ange gardien que les familles réclament à grands cris. Vous n'allez pas prétendre que vos occupations dans cette propriété répondent à vos goûts personnels. Préparer les repas, faire les lits, vous agiter un peu partout avec un balai ou un aspirateur, plonger vos bras dans l'eau graisseuse. Lucie ne put réprimer un éclat de rire. Les menus détails peuvent paraître déplaisants, mais cuisiner des plats répond à mes goûts personnels, et en ce qui concerne le reste, qu'il me soit permis de vous dire qu'une force irrésistible me pousse au nettoyage. J'ai horreur du désordre. Le désordre? Mais c'est l'image même de ma propre vie. À vrai dire, il ne me déplaît nullement. Un rapide coup d'œil sur son vis-à-vis, et la jeune femme répliqua. Votre allure semble le confirmer. Cédric haussa les épaules. Voyez-vous, ma petite bicoque, à Ibiza, est d'une extrême simplicité. Un lit étroit, 2 chaises peu solides, une table rustique, sans oublier 3 assiettes, 2 tasses, une unique soucoupe. Le désordre règne en maître, avec, un peu partout, des taches de peinture et des blocs de pierre. Ne suis-je pas tout à la fois peintre et sculpteur? Personne n'a le droit de toucher à quoi que ce soit. Pas de femme dans la place. À aucun titre? Que voulez-vous dire? Je pense qu'un artiste a parfois besoin de détente sentimentale. Cela ne regarde que moi, riposta Cédric, non sans dignité. Ce que je veux éviter à tout prix, c'est la présence d'une femme qui, sous couleur de faire le ménage, s'efforce d'imposer ses 4 volontés. L'allusion était directe.
Mais Lucie soutint le regard de l'artiste. « J'aimerais mettre de l'ordre chez vous, répondit-elle posément. Mon intervention serait une sorte de défi. En somme, vous êtes l'une de ces femmes qui entendent mettre leur nez partout, et je me rends compte qu'il vous appartenait de découvrir un cadavre dans un sarcophage. » Un moment de silence, et il ajouta « Le plus cocasse est que vous paraissez vous entendre avec mon père. Que pensez-vous de lui ? Il me faut avouer que je n'ai guère eu le temps d'étudier son comportement. » Inutile d'éluder ma question. Son avarice dépasse toute description et, à mon humble avis, l'homme déraisonne parfois. Naturellement, il ne peut nous sentir, à l'exception d'Emma, peut-être. Son antipathie découle du testament de grand-père. Le testament ? Oui, mon père ne touche que le revenu d'une fortune dont le partage n'aura lieu qu'après sa mort. Aussi s'emploie-t-il à économiser le moindre penny de ses rentes, et la somme mise ainsi de côté doit déjà atteindre un joli total. Dois-je vous dire qu'Harold, Alfred, Emma et moi-même n'avons pas reçu un penny de la fortune de l'aïeul ? Il convient de préciser que, si je suis resté un artiste sans le sou, Harold, en revanche, s'est lancé dans les affaires. Il est de ceux qui savent faire jaillir l'argent. Cependant, le bruit court qu'il traverse une mauvaise passe. Quant à Alfred, je ne l'envie guère. Dans la famille, on l'appelle « risque-tout ». Pourquoi ? Vous me semblez toujours aussi curieuse. Eh bien, sachez que seule la Providence a voulu qu'il n'ait pas encore pris pension dans une prison. Affecté au ministère du ravitaillement pendant la guerre, le gaillard s'est vu congédié pour des motifs sur lesquels mieux vaut ne pas s'étendre. Puis, il a imaginé des combinaisons douteuses. Le marché noir, dit-on. Oh, rien de sensationnel, juste ce qu'il faut pour éviter le pire. D'un geste, Lucie l'interrompit. « Ne croyez-vous pas qu'il soit dangereux de révéler ses secrets à une étrangère ? Seriez-vous une indicatrice à la solde de la police ? Je pourrais l'être. Vous ne m'en donnez pas l'impression. Je dirais plutôt que... » L'entrée d'Emma dans la cuisine l'interrompit. « Hello !» lança-t-il à l'adresse de sa sœur. « Mais vous me paraissez soucieuse. »« Comment pourrais-je le nier, Cédric ? Il faut que je vous parle. » « Je suis attendue au premier étage, » intervint Lucie, qui se retira discrètement. « Agréable personne, » dit le peintre à Emma. « Qui est-elle, exactement ?»« Pour le moment, il ne s'agit pas de Miss Ailes Barrow. Je suis terriblement inquiète. La police pense que l'inconnue du sarcophage est une étrangère. Une Française, peut-être. Cédric, répondez-moi franchement. Ne croyez-vous pas qu'il puisse s'agir de Martine ? 2. Pendant quelques instants, Cédric regarda sa sœur sans avoir l'air de comprendre. « Du diable, si je connais. Oh, je me souviens, vous voulez dire la... Enfin, Martine ? Évidemment. Et pourquoi s'agirait-il de Martine ? Oubliez-vous la lettre que j'ai reçue, puis ce mystérieux télégramme expédié avant la découverte du cadavre ? Tout compte fait, peut-on exclure que cette femme soit venue, quand même, à Rutherford Hall et... Absurde. Pour quelle raison aurait-elle fait ce déplacement ? Plus exactement, dans quel but aurait-elle choisi le musée de notre père ? Emma ne paraissait pas convaincue. Je me demande si nous ne devrions pas parler de Martine à l'inspecteur Bacon ou à son collègue. Par exemple, révéler... Révéler quoi ? Le rôle qu'elle a joué, ainsi que l'envoi de la lettre et du télégramme. Il n'en est pas question. Vous n'allez pas créer de nouvelles difficultés en faisant allusion à des détails qui n'ont absolument rien à voir avec le crime. Au surplus, je n'ai guère pris cette lettre au sérieux. Elle m'a profondément troublée, en revanche. Naturellement, vous avez toujours eu tendance à admettre des impossibilités. Mon opinion est qu'il faut tenir notre langue. C'est à la police qu'il appartient d'identifier le précieux cadavre. Et je parierais qu'Harold est de mon avis. Vous gagneriez. Et il en est de même pour Alfred. N'empêche que je n'ai pas la conscience tranquille. Que puis-je faire ? Rien, sinon vous taire. N'allez jamais au-devant des ennuis,
Telle est ma devise. Emma soupira longuement avant de se retirer. À la vérité, elle se sentait mal à l'aise. Au moment où elle s'engageait dans une allée du jardin, le docteur Quimper sortait de la maison et se dirigeait vers sa vieille voiture. Ayant aperçu la jeune femme, il l'observa attentivement avant de la rejoindre. « Je viens de voir votre père, dit-il. Il est en parfaite santé. Décidément, les crimes semblent le revigorer. Il faudra que je recommande cette sorte de cure à d'autres clients. » Emma haussa les épaules. Aucune réaction n'échappait au praticien. « Des ennuis ?» s'enquit-il. La jeune femme ne le quittait pas des yeux. Elle savait que la sympathie de son interlocuteur ne lui ferait jamais défaut. N'était-il pas devenu l'ami de la famille, un ami dont la bonté se cachait parfois sous une feinte brusquerie ? « Oui, répondit-elle enfin. Désirez-vous me le révéler ? Ne me dites rien si telle n'est pas votre intention, car je veux éviter de faire pression sur vous. » Ma confiance en vous est totale, mais le fait est que je ne sais quoi décider. Pourtant, votre jugement est généralement logique. De quoi est-il question ? Vous vous souvenez, peut-être, des propos que je vous ai tenus au sujet de mon frère, celui qui est mort au début de la guerre. S'agit-il de ses projets de mariage avec une Française ? Exactement. Peu de temps après la réception de la lettre expédiée de France et dans laquelle il y faisait allusion. Edmond a été tué. Et depuis, nous n'avons plus entendu parler de cette femme. Du moins, jusqu'à l'approche de Noël. Je sais, elle vous a écrit. Nous informons qu'elle était en Angleterre et qu'elle désirait venir nous voir. Tout fut arrangé pour une rencontre et, à la dernière minute, un télégramme nous a avisé qu'il lui fallait rentrer en France sur le champ. Alors ? Eh bien, la police pense que la femme du sarcophage était française. Pas possible. Elle semblait avoir plutôt le type anglais. Quoi qu'il en soit, je crois comprendre que vous vous demandez avec anxiété si elle n'est pas la personne que votre frère fréquentait. Oui. Cela me paraît improbable pour le moins. Toutefois, je me rends compte de votre état d'esprit. Ne vaudrait-il pas mieux aviser la police ? Cédric et les autres estiment que c'est inutile. Qu'en pensez-vous ? Tête penchée, le docteur Quimper se donna le temps de la réflexion. En fait, cette question posait un problème délicat, surtout aux médecins de la famille. « Il va de soi, répondit-il avec circonspection, qu'il serait plus simple de ne rien dire, et je comprends parfaitement l'attitude de vos frères. Toutefois, Quimper regardait Emma et ses yeux exprimaient une profonde affection. « À votre place, dit-il, je ne cacherai rien aux inspecteurs, car, dans le cas contraire, vous ne cesserez de vous tourmenter. Je vous connais bien, voyez-vous. » Sans doute ne suis-je qu'une petite sotte. Certainement pas. Agissez selon votre conscience, mon enfant, et envoyez le reste de la famille au diable. Je défendrai votre point de vue contre n'importe qui. Chapitre 12. 1. Vous, jeune fille, entrez dans cette pièce. Surprise, Lucie se retourna et aperçut M. Krakenthorpe. Caché derrière une porte entrebâillée, il lui faisait signe de le rejoindre. « Vous avez besoin de moi, monsieur ?» « Ne posez pas de questions, mais obéissez. » Le ton était sans réplique. Aussi se dirigea-t-elle vers lui. Pas assez vite, cependant, car le vieillard la saisit par un bras et la tira à l'intérieur, non sans refermer la porte derrière elle. Lucie jeta un rapide coup d'œil. Il se trouvait dans une petite pièce, apparemment un cabinet de travail, mais elle semblait abandonnée depuis longtemps. Des liasses de papier poussiéreux recouvraient le pupitre d'un bureau archaïque et des toiles d'araignée foisonnaient dans les angles du plafond. « Vous désirez sans doute que je mette de l'ordre ?»« Non, » répliqua M. Krakenthorpe. « C'est mon sanctuaire, et je ne me sépare jamais de la clé. Oh, Emma voudrait bien pénétrer ici, mais je m'y refuse. Admirez plutôt ces spécimens géologiques. » Lucie suivit son regard et aperçut une douzaine de pierres dont quelques-unes étaient soigneusement polies. « Intéressant, » dit-elle, sans conviction. « Mais il me reste beaucoup à faire, avec 6 invités dans la maison.
Tous ces gens finiront par me ruiner avec leur appétit féroce. Et ils n'ont jamais offert de m'indemniser. Mais leur espoir secret sera déçu, car je ne me sens nullement disposé à mourir. » « Je n'en ai jamais douté. »« À la bonne heure. Eh bien, regardez ceci. » Il la conduisit devant un meuble énorme en vieux chêne. Lucie se sentait d'autant moins à l'aise que les doigts du vieillard lui serraient fortement le bras. De toute évidence, M. Crakenthorp avait recouvré toutes ses forces pour la circonstance. « Ce meuble vient de la résidence des parents de ma mère. Il faut 4 hommes pour le changer de place. Et vous ne savez certainement pas ce que j'ai déposé à l'intérieur. Voulez-vous voir ? » « Volontiers, » répondit la jeune femme. « Curieuse, hein ? Toutes les femmes sont curieuses. » Il sortit une clé de sa poche et ouvrit le placard du bas. Puis, s'étant saisi d'une cassette, il fit jouer la serrure. « Regardez, ma chère !» D'une main sûre, il sortit une sorte de cylindre soigneusement enveloppé dans un papier. Puis, lentement, il dégagea l'une des extrémités. Des pièces d'or tombèrent dans son autre main qu'il avait avancée. « Touchez-les, murmura-t-il. Vous les reconnaissez ? Non, vous êtes trop jeune. Ce sont des souverains. Ces bons vieux souverains dont nous pouvions nous servir avant ces billets de banque crasseux qui ne valent pratiquement rien. Je les mets de côté depuis longtemps. Et j'ai encore d'autres trésors que je tiens en réserve pour l'avenir. Emma l'ignore. Tous l'ignorent. Ce sera notre secret, n'est-ce pas, ma chère ? Savez-vous pourquoi je vous révèle tout cela ? Non, mais vous allez me le dire, sans doute. Je suis veuf depuis longtemps. Pour autant que je puisse m'en souvenir, ma femme ne cessait jamais de se plaindre. À vrai dire, je n'ai jamais pris ses récriminations au sérieux et elle me cédait toujours. Aucune volonté. Quel contraste avec vous. Laissez-moi vous donner un bon conseil. Ne vous laissez pas tenter par un godeluro. Tous ces jeunes ne valent pas chipette. Songez plutôt à assurer votre avenir. Attendez. » Il serra encore un peu plus fort le bras de Lucie, puis lui parla à l'oreille. « Attendez, dis-je. Tous ces idiots croient que je vais bientôt passer dans un autre monde, alors que je ne serai pas surpris de leur survivre. À ce moment-là, nous verrons. Oh oui, nous verrons. Harold n'a pas d'enfant. Cédric et Alfred ne sont pas mariés. Quant à Emma, elle restera célibataire. Il y a bien Alexander, le fils d'Edith. Et je l'aime beaucoup. Oui, voilà qui est ennuyeux. Alexander me plaît. » Il fit une pause, puis, fronçant les sourcils, il ajouta. « Que pensez-vous de tout cela, petite fille ?»« Miss Iles Barrow, où êtes-vous » La voix d'Emma, provenant du hall, se faisait entendre opportunément. « Votre fille m'appelle, » dit Lucie au vieillard. « Tous mes remerciements pour vos confidences. »« N'oubliez pas, sachez attendre, » murmura M. Crakenthorp. « Je me souviendrai, » assura la jeune femme qui sortit sur-le-champ. De fait, elle se demandait si elle ne venait pas d'entendre une proposition de mariage. Sous certaines conditions. 2. Dermot Cradock, assis dans son petit bureau à New Scotland Yard, un coude négligemment appuyé sur la table, téléphonait à la préfecture de police de Paris et en français, cette langue lui étant assez familière. Ne l'oubliez pas, il ne s'agissait que d'une idée. Mais cette idée me paraît positive, lui fut-il répondu à l'autre bout du fil. J'ai ordonné des enquêtes dans tous les milieux intéressés. Déjà, l'un de mes inspecteurs assure qu'il suit plusieurs pistes intéressantes. Espérons que l'une d'elles nous conduira au but. Voyez-vous, quand elles n'ont pour ainsi dire aucun contact avec leur famille, les femmes de cette catégorie peuvent aisément disparaître de Paris. Nul ne s'en soucie. Elles partent en tournée où un homme surgit dans leur vie. Quoi qu'il en soit, je regrette que la photo transmise par vos services ne facilite pas les recherches. Et il faudra étudier à fond les rapports que nous recevrons. Au revoir, mon cher. Cradock raccrochait l'écouteur, quand une note fut déposée devant lui. Miss Emma Crakenthorp désire voir l'inspecteur Cradock. Motif, l'affaire de Rutherford Hall.
« Faites monter cette personne, dit simplement le policier au messager. Songeur, Craddock se renversa sur sa chaise. Ainsi, il ne s'était pas trompé. Emma Krakenthorpe savait quelque chose. Rien de sensationnel, probablement, mais quelque chose. Et elle décidait de l'en informer. Dès l'entrée de la visiteuse, il se leva et lui serra la main, avant de l'inviter à s'asseoir. 1 minute ou 2 s'écoulèrent dans un profond silence. « Elle doit chercher ses mots », pensa l'inspecteur, qui se pencha vers elle. « Vous désirez me parler, Miss Krakenthorpe ? Puis-je vous aider ? Disons que certains faits vous tourmentent. Peut-être n'ont-ils guère d'importance et sont-ils sans lien apparent avec l'affaire en cours. Cependant, le moindre détail a son utilité. S'agirait-il de l'identité de la victime ? Avez-vous l'impression, maintenant, qu'elle ne vous est pas totalement inconnue ? Ce n'est pas exactement cela, mais vous avez un doute, et votre conscience est troublée. Rassemblant tout son courage, la jeune femme se décida à parler. Vous avez vu 3 de mes frères. Le 4e, Edmund, a été tué en France pendant la guerre. Peu de temps avant sa mort, il m'avait écrit. Elle ouvrit son sac à main, se saisit d'une lettre jaunie par le temps et lut à haute voix. « J'espère que vous n'aurez pas un choc. J'ai décidé d'épouser une jeune Française. Notre décision a été rapidement prise, mais je suis certain que Martine vous plaira et que vous prendrez soin d'elle si je venais à disparaître. Je vous donnerai tous les détails voulus dès le début de la semaine prochaine. À ce moment-là, nous serons mariés. Annoncez la nouvelle à mon père avec toutes les précautions désirables. Sans doute poussera-t-il des rugissements. » Craddock tendit une main. Comme à regret, Emma lui remit la lettre, puis reprit la parole sur un ton saccadé. Plusieurs jours après la réception de cette missive, les autorités militaires nous ont avisé qu'Edmund n'était pas rentré à sa base. Manquant, probablement tué, était-il spécifié. Plus tard, nous avons eu confirmation de sa mort. Cela peu de temps avant Dunkerque, alors que la confusion régnait partout. Dans les papiers de mon frère, aucune mention d'un mariage, et Martine n'a pas donné signe de vie. La paix venue, j'ai voulu entreprendre des recherches, mais j'ignorais le nom de jeune fille de cette femme. À bout d'arguments, j'en suis arrivée à croire que le mariage n'avait pas eu lieu, ou que Martine avait trouvé la mort au cours d'un bombardement. Du geste, l'inspecteur l'invita à continuer. « Jugez de ma surprise, dit-elle, quand j'ai reçu, il y a environ 1 mois, une lettre signée Martine Krakenthorpe. Puis-je la voir ? » De nouveau, Emma chercha dans son sac, puis donna la missive à son interlocuteur. L'écriture, régulière et appuyée, paraissait être celle d'une personne ayant reçu une certaine éducation. « Chère mademoiselle, j'ignore si Edmund vous a informé de notre mariage. Du moins, m'avait-il assuré qu'il vous écrirait à ce sujet. Mon mari a été tué 48 heures après la cérémonie, et les Allemands ont occupé notre village. À la cessation des hostilités, j'ai décidé de ne pas prendre contact avec vous, bien qu'avant sa mort, Edmund me l'eût conseillé. La vérité est que j'avais refait ma vie et que je ne voyais pas la nécessité de vous importuner. Maintenant, hélas, il en est tout autrement, et, dans l'intérêt même de mon fils, je vous adresse ce message, car je ne suis plus en mesure d'assurer à l'enfant de votre frère l'éducation à laquelle il a droit. Je serai en Angleterre dans quelques jours. Voulez-vous avoir l'obligeance de me faire savoir où je pourrais vous rencontrer ? Mon adresse est 126 Elvers Crescent Road, Londres, numéro 10. J'espère que ma démarche ne sera pas jugée inopportune. Veuillez agréer, etc. Craddock demeura silencieux pendant une bonne minute, puis il relut la lettre. « Qu'avez-vous décidé, après avoir pris connaissance de ce message ?» demanda-t-il. « Quand je l'ai reçu, mon beau-frère, Brian Eastley, était auprès de moi et je me suis confiée à lui.
Il m'a conseillé d'avertir Harold, celui de mes frères qui est directeur d'une importante affaire à Londres. « Il vous faut être très prudent, m'a-t-il dit, et faire toutes les vérifications voulues. » Une courte pause, et elle ajouta « Conseil avisé, mais l'auteur de la lettre pouvait être vraiment cette Martine, et dans ce cas, il convenait de ne pas l'ignorer. Aussi, pris-je sur moi d'écrire à l'adresse indiquée pour l'inviter à venir à Rutherford Hall. 4 jours plus tard, je reçus un télégramme de Londres, ainsi conçu. Regrette profondément d'être obligé rentrer immédiatement en France, Martine. Aucune nouvelle depuis. Pouvez-vous me préciser la date à laquelle ce télégramme vous a été remis? Où me le remettre? Je l'ai égaré, mais je me souviens de l'avoir reçu à l'approche de Noël, car je désirais inviter Martine pour la fête traditionnelle et mon père s'y est formellement opposé. Dans ces conditions, j'ai suggéré qu'elle passe le week-end suivant cette fête avec nous. Un moment de silence, et Cradock reprit la parole. En toute sincérité, croyez-vous que la femme du sarcophage pourrait être Martine? Vous aviez fait allusion à une étrangère, et je ne pus m'empêcher de... Sa voix faiblissait. Compatissant, l'inspecteur s'empressa de répondre. Vous avez agi sagement. De tout cela, on serait enclin à déduire que l'auteur de la lettre a regagné la France, et qu'elle s'y trouve encore. Cependant, je constate des coïncidences de date qui, d'ailleurs, n'ont pas échappé à votre sagacité. Ainsi que l'enquête l'a établi, la mort de la victime remonte à 3 ou 4 semaines. Mais, Miss Crakenthorpe, ne vous tourmentez pas. Fiez-vous à moi. Un léger toussotement, et il posa une nouvelle question. Vous avez consulté Monsieur Harold, m'avez-vous dit, et les autres membres de la famille? Naturellement. J'ai dû avertir mon père. Comme prévu, il s'est emporté, prétendant que cette histoire n'était qu'un prétexte pour lui soutirer une forte somme. Mes 2 autres frères furent mis au courant. Alfred pensa qu'il s'agissait d'une farce, sans exclure cependant la possibilité d'une imposture. Quant à Cédric, il se désintéresse de tout ce qui ne le touche pas directement, et il n'exprima aucune idée. Nous finîmes par décider de recevoir Martine en présence de notre notaire, M. Wimborne. Nous n'en avions pas encore discuté longuement avec lui quand le télégramme arriva. Avez-vous d'autres détails à me donner? Oui, j'ai écrit une 2e lettre à Londres avec la mention « faire suivre ». Aucune réponse. Plutôt curieux. Admettant que le premier message signé Martine soit authentique, quels seraient vos sentiments à l'égard de la veuve de votre frère? Le visage d'Emma se détendit. J'aimais beaucoup Edmund. Il était mon préféré. Tout compte fait, le texte de la lettre me paraît être exactement celui qu'écrirait une jeune femme en de pareilles circonstances. Les événements auxquels elle fait allusion semblent normaux. Après la guerre, Martine a dû se remarier ou fréquenter un autre homme qui la protégeait ainsi que l'enfant. Ou cet homme est mort, ou il l'a quitté. Que pouvait-elle faire, sinon s'adresser à la famille d'Edmond, qui, lui-même, le lui avait conseillé? Toutefois, l'attitude d'Harold m'a troublée. Si cette lettre a été écrite par une aventurière, il ne peut s'agir que d'une femme au courant de tous les faits, m'a-t-il déclaré. Je l'admets, mais il ne vous déplairait pas que la lettre fût authentique. Le regard d'Emma exprimait une certaine sympathie. Oui, je serais si heureuse d'accueillir le fils de mon frère. D'un geste, Cradock acquiesça, et après une courte pause, il reprit l'entretien. À première vue, la lettre donne l'impression d'avoir été écrite par Martine. Ce qui me paraît surprenant, c'est la suite. Le soudain départ de cette femme pour la France, Paris probablement, et le fait que vous n'ayez plus entendu parler d'elle. Votre réponse n'a pu cependant lui déplaire, puisque vous acceptiez de la recevoir. Pourquoi n'a-t-elle pas écrit, après ce télégramme évasif? Remarquez que cette question ne vaut que si la lettre est authentique, car, dans le cas contraire, les événements sont plus facilement explicables.
Peut-être M. Wimborne a-t-il procédé à une enquête dont la personne en question a eu vent. Effrayée, elle a quitté le pays. Il est encore possible que vos frères aient pris une initiative similaire, avec le même résultat. L'intéressée pensait peut-être n'avoir affaire qu'à vous seul. Les femmes n'étant généralement pas aussi méfiantes que les hommes, elle espérait obtenir une aide importante pour l'enfant, et sans grande difficulté. À propos, il ne s'agirait plus d'un enfant à l'heure présente, car le fils de votre frère devrait avoir près de 17 ans. Vous rendez-vous compte que son existence serait susceptible de poser de sérieux problèmes ? Né légitimement, il deviendrait l'un des héritiers de la fortune laissée par votre grand-père. Emma en convint. Et, reprit Cradock, en sa qualité de descendant de M. Edmund, fils aîné, il hériterait de Rutherford Hall. Cette précision bouleversa Emma. Ne perdez pas votre sang-froid, conseilla l'inspecteur. Le principal est que vous soyez venu me voir, et je vais faire toutes les recherches nécessaires. D'ores et déjà, il paraît extrêmement probable qu'il n'y a aucun rapport entre la personne qui a écrit la lettre et la femme du sarcophage. « Je suis très heureuse de m'être confiée à vous, » répondit Emma. « Vous êtes très bienveillant à mon égard. » Cradock la reconduisit jusqu'à la porte de son bureau, puis il téléphona à l'un de ses adjoints. « Bob, j'ai une mission à vous confier. Allez au 126 Elvers Crescent avec les photos de la femme de Rutherford Hall. Essayez d'obtenir tous les renseignements voulus sur une personne qui prétendait s'appeler Martine Krakenthorpe. Où elle a séjourné dans l'immeuble, où elle s'est contentée d'y prendre son courrier, disons entre le 15 et le 31 décembre. Dans l'après-midi, l'inspecteur rendit visite à un impresario qu'il connaissait, mais le résultat de l'entrevue fut plutôt décevant. À son retour à New Scotland Yard, il trouva un télégramme de Paris sur son bureau. Vos renseignements pourraient s'appliquer à Anna Strawinska, danseuse des ballets Maristski. Stop. Votre présence serait utile. Dessin, préfecture. Cradock poussa un grand soupir de soulagement. Enfin, pensa-t-il, voilà qui éclaire le problème Martine. Et le soir même, il prenait le ferry-boat. Chapitre 13. 1. Juste ciel, s'écria Emma. J'allais oublier que j'ai demandé à Miss I. Barrow de nous présenter sa tante, aujourd'hui même. Remettez cette visite à plus tard, répliqua Harold, plutôt agressif. Il nous faut encore discuter entre nous, et la présence d'étrangers est inopportune. Que Lucie et sa tante s'installent à la cuisine, ou ailleurs, appuya Alfred. Impossible, répondit sa sœur. Ce serait incorrect. Laissez-la venir ici, conseilla Cédric. Nous pourrons peut-être l'amener à nous donner des précisions concernant Lucie. Il me plairait d'en savoir davantage sur cette fille. La vérité est qu'elle ne m'inspire guère confiance. Trop habile, à mon avis. Cependant, elle a de hautes relations, et on n'a rien relevé de défavorable à son égard, reprit Harold. Voyez-vous, j'ai fait prendre toutes sortes de renseignements. Rien de plus naturel quand il s'agit d'une personne assez curieuse pour découvrir le cadavre d'une femme dans un sarcophage. Si nous connaissions seulement le nom de la victime, s'écria Alfred. Harold haussa les épaules avant de se tourner vers sa sœur. Permettez-moi de dire, Emma, que vous ne deviez pas jouir de toutes vos facultés quand vous avez suggéré à la police que la morte pouvait être l'amie française d'Edmond. L'inspecteur Cradock sera tenté de croire qu'elle est venue ici et que l'un de nous l'a tuée. « Harold, protesta Emma, n'exagérez pas. »« Mon frère a raison, » coupa Alfred. « Je ne sais quel mobile vous a poussé à prendre cette initiative. Pour ma part, j'ai l'impression d'être suivi partout par des inspecteurs en civil. » Ce fut au tour de Cédric d'intervenir. « J'avais conseillé à ma sœur de se taire, mais Quimper l'en a dissuadé. »« De quoi se mêle-t-il » gronda Harold. « Qu'il s'en tienne donc à ses pilules. »« Oh, assez de disputes » dit Emma avec lassitude. « À vrai dire, je ne suis pas mécontente de la visite de cette Miss...
Peu importe son nom. Du moins, la présence d'une étrangère vous obligera-t-elle à interrompre des discussions interminables. Je vais faire un brin de toilette. » Après son départ, Harold se prit à réfléchir. Puis il se tourna vers ses frères. Comme Cédric l'a souligné à plusieurs reprises, il est étrange que cette Lucie ait pris sur elle d'ouvrir un sarcophage. Travail herculéen. Nous devrions peut-être envisager certaines précautions. D'autant qu'au cours du déjeuner, j'ai trouvé son attitude plutôt hostile. « Fiez-vous à moi, » répondit Alfred. « Je saurai bientôt à quoi m'en tenir à son sujet. » Il faut surtout connaître la raison pour laquelle elle s'est acharnée sur le sarcophage. Au fait, est-on absolument certain qu'il ait été ouvert par elle ? Alors par qui ? Et dans quel but ? Demanda Harold, qui semblait bouleversé. Les trois frères se regardèrent avec insistance. « Et cette damnée femme qui vient prendre le thé, reprit Harold, alors que nous avons grand besoin de réfléchir. »« Patience, répliqua Alfred. Nous aurons l'occasion de parler ce soir. Entre-temps, essayons de cuisiner notre invité. » « Vraiment trop aimable à vous de m'avoir invité à prendre le thé avec votre famille, » dit Miss Marple à Emma Krakenthorpe. Avec ses châles et ses écharpes de laine angora, la visiteuse était l'image même d'une charmante vieille demoiselle dont le visage au teint rosé émerge de la peluche. Rayonnante de joie, elle regardait tour à tour Harold, toujours élégant, Alfred, affable au possible, Cédric, debout devant la cheminée et boudant quelque peu l'assistance. « Nous sommes très heureux de vous recevoir, » assura Emma d'une voix polie. Conduite par Lucie, Miss Marple s'était confortablement assise près du feu. Maintenant, elle remerciait Alfred qui ne cessait de lui offrir des sandwichs. « Ne vous donnez pas toute cette peine. Oh, je prendrais volontiers celui-ci. Œufs et sardines. Voyez-vous, avec l'âge, on attache beaucoup d'importance à ces sortes de collations, car le soir, il convient de se contenter d'un repas léger. La prudence avant tout. » Tout miel, Alfred opina de la tête. Puis Miss Marple s'adressa à Emma. « Quelle belle demeure est la vôtre! Et il doit être agréable d'avoir ses frères auprès de soi. Tant de familles sont éparpillées. 2 de mes frères vivent à Londres, donc à une distance relativement courte. Très appréciable. Toutefois, Cédric, qui est peintre, réside à Ibiza, aux îles Baléares. Les artistes raffolent des îles. Chopin se plaisait à Majorque. Mais nous parlons de peinture. Alors, citons Gauguin. Ses œuvres sont très appréciées. Cependant, je n'aime guère les tableaux représentant des femmes indigènes. Cette sinistre couleur moutarde évoque un débordement de bile. » Cédric ne put s'empêcher de rire. Puis, sans transition, il aborda un autre sujet. « Parlons plutôt de l'enfance de Lucie. Miss Marple. » Ravie, la vieille demoiselle se disposait à égrener ses souvenirs quand le docteur Quimper fit son entrée. Après une rapide présentation à Miss Marple, il jeta un regard circulaire. « J'espère que votre père n'est pas sorti par ce mauvais temps, » demanda-t-il à Emma. « Oh non, il se sent un peu fatigué. »« Et évite les visiteurs, je pense, » ajouta Miss Marple avec un sourire en coin. « Voilà qui me rappelle, mon cher papa. Encore un vieux jupon à votre table, disait-il à maman. Faites-moi servir dans mon cabinet de travail. »« Ne croyez pas que... » commença Emma, mais Cédric l'interrompit. « Le thé du paternel est souvent apporté dans son bureau, quand ses chers fils sont présents. Voilà qui relève de la psychologie, n'est-ce pas, docteur ?» L'interpellé dévorait sandwich et gâteau avec l'entrain d'un homme qui ne peut consacrer beaucoup de temps à ses repas. Il avala une dernière bouchée avant de répondre. « La psychologie serait une belle chose si on laissait aux seuls spécialistes le soin de s'en charger. Mais l'ennui est que, de nos jours, chacun prétend être expert en la matière. Mes propres malades dépeignent leurs complexes et leurs névroses sans me donner la moindre chance d'établir mon diagnostic. Oui, Emma, j'accepterai une 2e tasse de thé. Pas une minute pour déjeuner aujourd'hui. »
La vie d'un docteur n'est qu'une succession de sacrifices, murmura Miss Marple. Votre remarque donne à penser que vous ne fréquentez pas de nombreux docteurs. La vérité est qu'on a souvent tendance à nous traiter de sangsues. Quoi qu'il en soit, nous sommes toujours payés maintenant, car les gens entendent bénéficier au maximum des lois sociales. Ainsi, quand une petite fille a toussé 2 fois pendant la nuit, ou si son frère a croqué 2 pommes trop vertes, on dérange le médecin en pleine nuit. Mais assez sur ce sujet. Votre gâteau est excellent, Emma. Ce n'est pas mon gâteau. Le mérite en revient à Lucie. Mais les vôtres sont tout aussi savoureux, répliqua Quimper. Désirez-vous voir mon père ? Demanda Emma, dont le visage s'était légèrement empourpré. Miss Marple les suivit du regard alors qu'ils sortaient du salon. Miss Crackenthorpe est une fille très dévouée, fit-elle remarquer. Je ne puis m'expliquer une telle sollicitude à l'égard de notre père, ironisa Cédric. Harold s'empressa d'intervenir. N'oubliez pas, mon cher, qu'elle vit très confortablement à Rutherford Hall. En tout cas, Emma sait ce qu'elle fait. Elle est née pour devenir vieille fille, assura Alfred. Miss Marple cligna légèrement de l'œil. Le pensez-vous vraiment ? Nouvelle interruption de la part d'Harold. Cédric ne donne pas à cette expression un sens. Aucune offense, répondit Miss Marple. Je me demandais simplement si votre frère avait raison dans ce cas particulier. Voyez-vous, je ne pense pas que Miss Emma devienne une vieille demoiselle. Elle doit être de celles qui se marient assez tard dans la vie et s'en trouvent très heureuses. Maigres sont les chances de découvrir un mari en restant ici, s'écria Cédric. Cette maison n'est pas fréquentée par des hommes susceptibles de demander sa main. Le clignement d'œil s'accentua. Il y a tout de même les pasteurs ou les médecins, susurra la visiteuse. Son regard gentiment espiègle s'attardait sur l'une et l'autre des personnes présentes. Il était clair qu'elle venait de faire allusion à une éventualité à laquelle l'assistance n'avait pas pensé et qui ne paraissait pas la réjouir à l'excès. « Il est temps de prendre congé, dit alors Miss Marple. Tous mes remerciements pour cette charmante invitation. Elle m'a permis d'apprécier votre vie de famille et, ainsi, de me rendre compte du cadre dans lequel vit ma chère nièce. » « Une vie de famille, avec un crime au premier plan, » souligna Cédric. Harold laissa échapper une exclamation de colère que Miss Marple voulut bien ignorer. Tournée vers Cédric, elle toussauta légèrement avant de lui adresser une dernière fois la parole. « Savez-vous que vous me rappelez le jeune Thomas Head, le fils du directeur de ma banque ? Toujours prêt à effrayer les gens, penchant qui ne convenait guère à des milieux financiers. Aussi est-il parti pour les colonies. Il en revint à la mort de son père et hérita d'une grosse fortune. Je dois ajouter qu'il avait plus de disposition pour dépenser l'argent que pour le gagner. » Cédric n'était pas encore revenu de sa surprise quand la visiteuse se retira, accompagnée jusqu'à la porte par Harold. L'ayant brusquement refermée, celui-ci interpella Alfred avec dédain. « Est-ce cela que vous appelez cuisiner une invitée ?» 2. Lucie reconduisit Miss Marple, en voiture, jusqu'à sa demeure. Sur le chemin du retour, une silhouette se profila devant les phares au moment où l'auto allait s'engager dans le parc et, bientôt, la jeune femme reconnut Alfred, qui agitait une main. « On se sent mieux ici, dit-il, quand ils pénétrèrent dans la maison. J'avais l'intention de faire une promenade hygiénique, mais le froid m'a saisi. Alors, la vieille demoiselle est rentrée chez elle ? » « Oui, et elle a passé un moment très agréable avec votre famille. » Sa satisfaction était visible. Curieux, ce penchant des personnes âgées pour une quelconque compagnie, même si la gaieté fait défaut. Et je crains que Rutherford Hall ne batte tous les records à ce sujet. Pour ma part, 2 jours me suffisent. Comment pouvez-vous rester dans cette sinistre demeure, Lucie ? Vous ne m'en voulez pas de vous appeler ainsi. Nullement. Mais la vie, ici, ne me paraît pas monotone. Évidemment, pour moi, il ne s'agit pas d'y rester indéfiniment. J'ai étudié votre comportement.
Et il me faut reconnaître que vous êtes extraordinairement doué, trop même, pour perdre votre temps à cuisiner ou à laver la vaisselle. Votre appréciation me flatte, mais je préfère cette sorte d'occupation à un travail de bureau. Cependant, il y a d'autres moyens d'assurer son existence. Vous pourriez travailler pour votre compte personnel. Exactement ce que je fais. J'entends d'une autre façon. Par exemple, il serait possible de mettre vos dons à profit pour vous rendre complètement indépendante, pour vous dégager de... Me dégager de quoi? De toutes ces conventions et lois idiotes qui entravent notre activité à tous. Le fait est qu'il est toujours possible de les tourner si on est assez adroit pour éviter les risques. Et vous en êtes capable. En toute franchise, cette suggestion ne vous tente pas? Il me faudrait plus de détails. Peut-être désirez-vous que je vous aide à vendre des attrape-nigauds? Rien d'aussi dangereux. Simplement effleurer les limites de la légalité, pas davantage. Il posa une main sur le bras droit de son vis-à-vis. Vous êtes tellement attirante, Lucie, et je voudrais vous avoir comme associée. Vraiment? Vous me comblez? Me donnez-vous à entendre que vous refusez? Voyons, réfléchissez. Pensez au plaisir qui serait nôtre si nous pouvions braver les moralistes à tout craint. Évidemment, il nous faudrait un capital. Je crains de ne pouvoir vous satisfaire sur ce point. Oh, ce n'était pas un appel. J'aurai de l'argent avant peu de temps. Mon père vénéré n'est pas éternel. Quelle avarice sordide. Mais quand il fera le dernier saut, vous me comprenez? Alors, qu'en pensez-vous? Quelles sont les conditions? Le mariage, si vous y tenez. Il semble que cette formalité plaise aux femmes, aussi intelligentes et indépendantes soient-elles. Et les femmes mariées ne peuvent témoigner contre leur époux. Voilà qui n'est pas très flatteur. Laissez l'ironie de côté, Lucie. Ne comprenez-vous pas que je suis tombé amoureux de vous? Plutôt surprise, Lucie avait l'impression qu'Alfred ne manquait pas de charme, même qu'il exerçait une certaine fascination. Peut-être était-elle due à l'attrait magnétique de ses yeux. Des yeux de félin, pensait-elle. Se ressaisissant, elle se prit à rire et se dégagea du bras qui, déjà, encerclait sa taille. « Ce n'est pas le moment de badiner. Il me faut penser au dîner. »« Naturellement. Et vous êtes une excellente cuisinière. Qu'allez-vous nous servir ? » ?»« Soyez patient et vous le verrez. Ma parole, vous êtes encore plus gourmand que les 2 collégiens. » Rentrée dans la maison, Lucie se hâta vers la cuisine et fut quelque peu étonnée de voir apparaître Harold Krakenthorpe. « Miss Ailes Barrow, puis-je vous parler ? » ?»« Vous serait-il possible d'attendre ? Je suis déjà en retard. »« Certainement. Disons après le dîner. »« Entendu, monsieur Krakenthorpe. » Après le repas du soir et la vaisselle faite, Lucie se rendit dans le hall où l'attendait Harold. « À votre disposition, monsieur. »« Entrons dans cette pièce, » dit-il, ouvrant la porte du salon qu'il referma derrière la jeune femme. « Je rentre à Londres demain matin, » expliqua-t-il, « et je désire vous dire combien vos talents m'ont impressionné. »« Merci, » répondit simplement Lucie, légèrement intriguée. « Mais mon opinion est qu'avec une telle intelligence, vous perdez votre temps dans cette maison. » « Je n'ai pas cette sensation. »« Du moins, » pensait Lucie, « celui-ci ne peut me demander en mariage. Il est déjà pourvu d'une femme. »« Je suggère qu'après nous avoir assisté au mieux au cours d'une crise lamentable, vous me rendiez visite à Londres. Donnez un rendez-vous par téléphone à ma secrétaire. Je la préviendrai dès mon retour. Notre firme a besoin d'une collaboratrice possédant vos qualités. Sachez, Miss Ailes Barrow, que je suis en mesure de vous offrir un salaire très confortable et que votre avenir sera pratiquement assuré. » Son sourire était magnanime. « J'apprécie votre offre, monsieur Krakenthorpe, mais permettez-moi de réfléchir, » répondit posément l'intéressé. « N'attendez pas trop longtemps. Une proposition de ce genre ne doit pas être dédaignée par une personne anxieuse de réussir dans ce monde. » De nouveau, un large sourire découvrit ses dents étincelantes. « Bonne nuit, Miss Ailes Barrow, et que ce repos vous soit profitable. » Dans l'escalier, Lucie se heurta à Cédric. « Lucie, murmura-t-il,
J'ai une question à vous poser. » « Pas possible, répondit-elle ironiquement. Alors, vous allez me proposer de vous épouser et de prendre soin de vous à Ibiza ?» Cédric eut un sursaut. « Je n'ai jamais pensé à pareille chose. » »« Toutes mes excuses, je me suis trompée, cette fois. » »« Je désirais simplement savoir où trouver un indicateur des chemins de fer. » »« C'est tout ? Eh bien, vous en trouverez un sur la table du hall. » »« Un conseil, répliqua Cédric. Vous ne devriez pas croire que chaque homme désire convoler avec vous. Certes, vous êtes gentille, très gentille. Mais de là à concourir pour un prix de beauté, non. Et il y a un mot pour désigner votre manie, qui ne cessera de s'aggraver. Le fait est que vous êtes la dernière femme à laquelle je penserai. La dernière. Vraiment, répliqua Lucie avec un calme impressionnant. Peut-être préférez-vous que je devienne votre belle-mère ? Quoi ? S'écria Cédric, stupéfait. Vous m'avez très bien entendu, lança Lucie, avant d'entrer dans sa chambre et de fermer la porte. Merci pour votre écoute. Si ce n'est pas déjà fait, merci de vous abonner. Si vous avez apprécié, de liker cette vidéo, mettre un commentaire et partager. À bientôt.